trésorier et le vice-président et membre fondateur de l'APMEL, et également le président de la société Rivière Awada. Moi, je suis porte-parole de l'association APMEL et directeur commercial de Caloda. On a le douloureux privilège d'être les premiers spécimens de spécialistes de l'email d'acquisition à se présenter devant vous. Certains ont chauffé un petit peu la salle avant déjeuner. J'espère que vous avez gardé vos questions pour aller à la table ronde et à la fin de notre intervention, qu'on essaiera de faire assez courte. Donc, on va parler de l'email d'acquisition sous 3 angles très rapides et successifs. On va d'abord replanter le décor de l'acquisition en général et de l'email à l'intérieur. Ensuite, on va parler de notre marché, de votre marché, annonceurs, agences, compteurs, FAI, internautes et évidemment emailer. Et on va s'appesantir sur la déontologie qui est évidemment au cœur de tous les sujets. Certains vous l'ont déjà expliqué ce matin. Concernant le marché, l'historique, on a fait un petit rappel qui est extrêmement simpliste, mais qui va bien montrer la complexification du métier d'email d'acquisition. Le web a commencé avant le millénaire précédent, avant la fin du millénaire précédent. Le web était un média, un petit peu comme le offline, c'était quelque chose sur lequel on pouvait s'amuser à faire de l'acquisition, de la visibilité, de la notoriété. Pas de performance, pas de tracking encore. Le modèle de performance arrive au début des années 2000 avec des acteurs souvent étrangers, quelques français. Différents modèles de rémunération se mettent en place qui parlent peut-être aux uns et aux autres. Donc le CPC, où on va rémunérer des clics ou des visiteurs uniques, première valeur de performance d'une campagne d'acquisition. Puis le lead, l'inscription sur un formulaire, sur un site web, puis la vente, payée au pourcentage du chiffre d'affaires que l'annonceur reçoit, ou un montant fixe en euros, de ce que l'annonceur veut bien payer un prestataire pour lui avoir ramené un achat effectif online. En 2002, l'email en tant qu'email d'acquisition apparaît au sein d'une nébuleuse de leviers encore assez légère. Il reste, lui, un média de notoriété basé sur la location du plan fichier. On va y revenir un petit peu plus précisément après. En 2005, le search a explosé, les comparateurs ont explosé, le display sur des sites d'audience, des carrefours d'audience, des sites verticaux a explosé. La Corrège, le lead gen ont fait leur apparition. On a un marché de l'acquisition online, de conquête pour les annonceurs qui est hyper vaste par rapport à 2 ans avant. Et l'email ne devient qu'une brique de ces possibilités-là. D'autre part, on observe que les annonceurs, le marché en général, vont appuyer sur la notion de performance, vont challenger les leviers un par un, et l'email va passer d'un média de stricte notoriété à un média soit de notoriété, au CPM, via les brokers, via des campagnes ficelées sur lesquelles on passe beaucoup de temps et qui donc coûtent un petit peu cher, à des campagnes en parallèle, les deux vont coexister et coexistent encore aujourd'hui, des campagnes à la performance où on va rémunérer que le résultat final sans rémunérer la notoriété apportée par une campagne email auprès des Français pour le compte de l'annonceur, ni les clics, visites sur site, etc., etc. On a 2 écosystèmes qui commencent à se scinder et qui, il faut le reconnaître, ne se parleront plus beaucoup jusqu'à aujourd'hui. En 2008, on va commencer à voir apparaître, deviner le monde du tout cookie dans lequel on vit encore un petit peu aujourd'hui, avec le RTB pour le display, avec le retargeting évidemment, qui consiste à réadresser une bannière pour tout le monde à quelqu'un qui est déjà venu sur le site de l'annonceur sur des sites tiers, et l'email retargeting, son jumeau avec une petite différence qui consiste à renvoyer un mail à quelqu'un qui a par exemple abandonné un panier sur votre site annonceur via des bases externes, les nôtres par exemple, ce qui sous-entend que nous avons déjà cookiser la personne, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle a déjà ouvert un de nos mails au préalable qui n'est pas le mail qu'on envoie pour vous.
Donc je prends un exemple, Porsche, Olivier va sur le site Porsche, moi, Olivier, a ouvert un mail il y a quelques mois sur mon site, je vais pouvoir matcher l'information que me donne Porsche de cet ordinateur, pas cette personne, cet ordinateur est passé chez moi, je retrouve cet ordinateur dans les cookies de ma base de données, je peux envoyer un mail à Olivier pour lui dire de retourner chez Porsche, que finalement c'était une bonne idée d'y aller. Enfin, très dernièrement, l'année dernière et cette année surtout, le mobile. On est passé en début d'année de 15% d'ouvreurs sur mobile et tablette à, d'ici la fin de l'année, près de 40% d'ouvreurs sur tablette et mobile. Donc l'explosion, elle est réellement en 2013. Les prestataires, les spécialistes de ce métier-là étaient déjà en place l'année dernière. Oui, alors je voulais apporter une petite précision par rapport à ce qu'a dit Chat, notamment sur l'email marketing à la performance. Avant 2005, et c'est très important pour la suite de l'histoire de l'email, c'est que le cookie tiers, qui permet d'identifier en fait une action à tel ou tel acteur, était attribué au premier arrivé, premier servi. Depuis 2005-2004, ce cookie tiers est attribué au dernier arrivé, premier servi. Ensuite, concrètement sur l'historique, on va pouvoir faire un bilan de cette évolution de marché. Aujourd'hui, on a 3 marchés. Très peu d'acteurs travaillent sur les 3 marchés en même temps. Ça va peut-être se sédimenter, mais aujourd'hui, un annonceur va souvent parler à 3 prestataires différents, rarement au même prestataire pour ces 3 missions, ces 3 objectifs. Certains annonceurs ne suivent pas d'ailleurs ces 3 objectifs. Il y a d'un côté ce qu'on a cité, c'est-à-dire la notion de performance. Je veux payer au résultat, je veux payer comme sur tous mes leviers, display, search ou autres, à ce que l'emailer va me générer comme trafic ou comme vente. Et le retargeting, évidemment, se raccroche à ça, puisqu'il y a une notion de performance, de tracking. Il y a l'email ciblé, la location de fichiers, le CPM, qui sont aujourd'hui nos hôtes du jour en sont les dignes représentants, est un marché qui est privilégié par beaucoup d'annonceurs et délaissé par d'autres annonceurs, sur lesquels on va avoir des campagnes beaucoup plus, entre guillemets, d'un point de vue FAI ou technique soignée, c'est-à-dire qu'on va avoir souvent observé plus de temps passé sur les créas, plus de temps passé sur la déduplication des bases mail sollicitées dans un plan fichier, on va avoir souvent des problématiques stratégiques, on va avoir un investissement plus lourd de l'annonceur, donc souvent une attente plus élevée, des prix plus élevés. Et enfin, on a les mails mobiles où on observe l'apparition de prestataires spécialisés dans les mobinotes. Il est impossible de shooter des mails à des Français en étant certains qu'ils vont l'ouvrir sur leur iPhone, leur iPad ou la concurrence. Et il est beaucoup plus facile pour des gens comme nous, comme pour des routeurs ou des annonceurs dans le cadre de leur CRM, de repérer des populations qui ont plutôt une tendance répétée à ouvrir sur email. C'est de ça qu'on parle, évidemment. On n'a jamais la certitude que l'email sera ouvert sur un device ou sur un autre, donc on se doit d'avoir des créas, évidemment, qui répondent aux différents cas de figure, thème abordé ce matin. C'est très rarement le cas en email d'acquisition aujourd'hui, c'est moins de 2% des campagnes qu'on nous propose, à nous, base externe. Les créas sont jamais, quasiment, responsives. On rappelle le chiffre, près de 40% des ouvreurs sont sur mobile. On a des taux de clics, des taux de performance qui sont évidemment divisé par 2, par 3 ou par 10, ça dépend des campagnes d'acquisition qu'on gère, auprès des mobinotes, ce qui est évidemment un sujet qu'on va réaborder. Concernant la vue de marché, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'email d'acquisition sans encore rentrer dans les petites polémiques? La première chose, c'est que par rapport à tous les leviers qu'on a listés précédemment et qui sont des grands classiques, le display, le search, les comparateurs, le cashback, le code de réduc, le RTB aujourd'hui, l'email est très proche des médias offline, très proche en web du display. On ne parle pas d'un média de branding au sens construction de marque nécessairement, mais on parle d'un média qui est déclencheur, qui va créer la relation dont parlait Bruno Friedlansky en introduction, qui va amorcer cette relation entre l'annonceur et l'internaute. L'email d'acquisition, c'est évidemment de la conquête. On parle évidemment à des gens qu'on doit convaincre de venir voir l'annonceur. Si on ne parlait qu'à vos clients, on ferait du CRM. Si on parlait qu'à vos intentionnistes, on ferait du search ou du retargeting.
le métier d'email d'acquisition est difficile en ce sens-là. Évidemment, des gens peuvent être gênés par le fait de recevoir des publicités, entre guillemets, pour reprendre le vocabulaire employé ce matin, non désirées ou non attendues. Évidemment, quand j'allume ma télévision, 100% des publicités ne sont pas nécessairement adressées à moi. Quand j'allume une vidéo dans YouTube, je ne me fais pas, entre guillemets, introduire que des publicités qui correspondent, et pourtant j'attends 25 secondes avant de faire skip systématiquement, puisque je ne suis que très rarement dans la cible. Nous, on fait ce métier-là, on essaie de conquérir des gens pour l'annonceur, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. La deuxième chose, c'est qu'on est multi-device. On disait 40% des ouvreurs sur mobile et tablette, c'est un chiffre qui va continuer d'augmenter a priori dans les mois et années qui viennent. Ça va beaucoup plus vite que ce que tous les prédicteurs avaient imaginé. Et on a la chance, sur ce sujet du multi-device, de pouvoir tracer les gens, de pouvoir les suivre, de pouvoir analyser leur comportement, ce qui est toujours quelque chose d'assez positif en marketing, notamment en acquisition. De manière transversale, on est un des seuls leviers capables de savoir que quelqu'un ouvre plutôt le matin sur un tel, plutôt le soir sur tel device. C'est beaucoup plus facile de le faire pour des gens comme nous que pour des gens dans le display ou le search. Et c'est beaucoup plus facile d'adapter des politiques d'acquisition de l'annonceur selon son industrie à ces démarches-là. On ne réagit pas pareil au mail crédit qu'à un mail automobile, qu'à un mail concernant notre foyer, notre famille, ou concernant des trucs plus perso. Enfin, c'est un levier concurrentiel. L'email aujourd'hui, c'est un marché ouvert, il n'y a pas de monopole, il n'y a pas d'oligopole non plus. Il y a de la place pour l'innovation, il y a eu beaucoup d'innovation, pas forcément que dans le bon sens, on va y revenir, mais c'est un marché sur lequel les annonceurs, agences et prestataires comme nous avons la place d'investir, de faire des développements technologiques, de faire des rapprochements commerciaux, de travailler dans un environnement relativement créatif, ce qui n'est absolument évidemment pas le cas, par exemple, pour le search. Ça, c'est super, c'est l'email d'acquisition tel qu'on aimerait le connaître à chaque fois qu'on se réveille le matin. Il y a des difficultés quand même, on l'a dit ce matin, c'est un métier de plus en plus difficile. Pour répondre à une question qui a été posée ce matin, est-ce que c'est encore possible de faire de l'email d'acquisition? On vous répond tout de suite, c'est oui, hein. On est là pour vous le dire et vous le redire. Si on reprend les trois sujets précédents, on est un levier très en amont de la chaîne, on va créer ce lien entre l'internaute et la marque. Ok. Qui finit la relation entre la marque et l'internaute? Alors nous on commence, hein. On attrape Olivier, on lui présente un e-commerçant, il ne le connaissait pas, ce qui explique qu'il n'a peut-être pas ouvert chacun des mails que je lui ai envoyés sur ce sujet-là. Mais je finis par réussir à le ramener chez l'e-commerçant. Est-ce qu'il va acheter dans la seconde suivant l'ouverture de mon email? Bien sûr que non. Olivier est un consommateur de 2013, il sait qu'il va pouvoir comparer les prix, donc il va se rendre sur des comparateurs. Il sait qu'il va pouvoir évidemment rechercher d'autres produits, il va passer par Google. Il sait qu'il va pouvoir, s'il est malin, attendre quelques jours pour se faire retargeter et avoir une réduction de 10 €. Très bien, il va passer par Criteo et tout le panel de retargeteurs display ou email d'aujourd'hui, etc., etc. Et si Olivier a le bonheur ou le malheur d'être un adepte des codes de réduction ou des cashbacks, il pourra évidemment trouver sa réduction dans une communauté de cashback, de remise, de bons plans. Donc, la question qui se pose aujourd'hui pour nous, c'est que comme on amorce ce travail et qu'on est, on l'a vu, dans un marché mixte, à la fois de notoriété et de performance, on sait que la majorité des annonceurs sur lesquels on travaille mesurent la performance de nos campagnes, mesurent leur ROI face au budget qu'ils dépensent chez nous, voire même dans le cadre de l'affiliation, de la performance, du marketing à la performance, nous payent selon cette performance. Olivier l'a expliqué, aujourd'hui la règle du jeu majoritaire en France, c'est de payer au dernier clic. Ce que je viens de vous expliquer sur le chemin de consommateur d'Olivier, évidemment, c'est pas moi qui serai payé, puisque Olivier va avoir le temps, en jour et en action sur Internet, de passer par d'autres prestataires que l'emailer, 15 en moyenne. Et donc évidemment, si l'annonceur veut être très héroïste, mesuré et ne récompenser que l'action du dernier levier avant la vente,
c'est évidemment pas l'emailer qui sera payé. Ça, c'est un gros souci aujourd'hui. Ça n'en était pas un il y a 5 ans, ça n'en était évidemment pas un il y a 10 ans. C'en est devenu un avec l'explosion des leviers qui, il faut bien le reconnaître ces dernières années, les inventions, les miracles du web en France comme aux États-Unis ou en Angleterre, se situent plutôt en fin de chaîne, en fin de cycle d'achat de l'internaute et absolument pas au début, mis à part évidemment la révolution RTB sur le display. Le deuxième point, c'est que le marché est extrêmement complexe. Aujourd'hui, le résultat de cette ouverture de marché, de cette relative facilité à gérer une base mail pendant des années, fait qu'il y a énormément de bases mail sur le marché disponibles pour des campagnes d'acquisition d'annonceurs. Est-ce qu'elles sont toutes clean? Non. Est-ce qu'elles sont toutes performantes? Absolument pas. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour une agence, pour une plateforme d'affiliation, pour un broker, pour un annonceur, mais on a envie de dire également pour un routeur, un internaute, un FAI, qui en sont les représentants, entre guillemets, dans le business, c'est très difficile de faire la part des choses. Est-ce que je récompense la marque? Donc Olivier, à la base, imaginons Porsche, ah c'est super, c'est CSP+, et tout, mais si la base a une hygiène pourrie ou qu'elle date de 2001, on ne fera jamais de vente. Est-ce que je récompense à ce moment-là, pas la marque, mais juste la performance? Non. Une base tombée du camion, échangée via des fichiers qui sont des pratiques vraiment très borderline, voire clairement illégales, peut être éclusée, affinée, raffinée, filtrée, jusqu'à en garder les actifs, et pourtant la base reste illégale, malgré le fait qu'elle soit en apparence performante d'un point de vue KPI statistique. Donc aujourd'hui c'est très compliqué. On va finir notre présentation dans quelques minutes sur le projet qu'on propose au marché aujourd'hui via notre association, mais il faut bien comprendre que c'est délicat pour des gens clean d'être récompensés en tant que gens avec des pratiques très déontologiques. C'est très difficile aussi pour des gens qui sont censés y voir clair, annonceurs, agences, routeurs, FAI, de récompenser donc les bons et de savoir taper sur les mauvais, quels indicateurs on prend en compte. Tout ça est très compliqué. C'est pas forcément le cas évidemment dans d'autres secteurs du web. Enfin, le fait qu'il doit évoluer, ça c'est le résultat de 2 constats qu'on fait tous, internautes ou professionnels. On reçoit trop de mails, de la même manière qu'on pourrait recevoir trop de pubs à la télé, ce qui est un peu le cas aussi. Mais au-delà de la tendance générale du marketing global multicanal, on est conscient, nous qui en envoyons tous les jours, que les Français reçoivent trop de mails. Est-ce que ça veut dire qu'ils reçoivent trop de mails parce qu'il y a trop d'annonceurs? Un peu. Il y en a beaucoup plus qu'avant, comme le disait Bruno précédemment. Est-ce que ça veut dire qu'il y a trop de bases mail d'expéditeurs, de noms, de marques ou de sites internet, comme Caluga, Riviera Web ou nos confrères, qui envoient de la pub? C'est très certainement vrai. Est-ce que toutes ces bases qui vous envoient des mails ou qui en envoient aux internautes français devraient continuer à envoyer, devraient être tolérées? Non. On va voir comment on peut essayer de faire le tri. On va voir que ça consiste à parler de bonnes pratiques, de déontologie. On va voir aussi que ça consiste à avoir un échange beaucoup plus moderne, beaucoup plus collectif entre annonceurs, prestataires, partenaires techniques, routeurs, FAI et agents commerciaux comme les emails. C'est dans la communication que ça se fera. Donc concernant la déontologie, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Concernant la déontologie, donc nous on vous présente aujourd'hui, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'association Atmel. Elle a été créée par 6 sociétés fondatrices, toutes spécialistes de l'email. Certains sont emailers et routeurs, d'autres régies de base mail, spécialisées dans la monétisation de base mail, d'autres ont une activité d'agence, d'autres sont à la fois éditeurs, donc ils envoient de la publicité pour d'autres pour gagner de l'argent. Et ils sont aussi annonceurs, ce qui est le cas de TMG Media Group, qui fait partie du groupe Rakuten Price Minister. Ces 6 sociétés fondatrices, en 2012, ont créé l'Atmel en se basant sur les constats que certains ont fait ce matin et qu'on accepte bien volontiers, à savoir trop de mails, des pratiques trop floues, on ne comprend plus, on ne sait plus exactement où on doit mettre nos budgets, est-ce qu'on ne risque pas de déglinguer notre réputation en faisant de l'email d'acquisition? Ces questions-là, on est bien conscient qu'elles sont posées, qu'elles existent, et à partir de ce moment-là, quelles réponses on peut y apporter. On a donc créé une charte, c'est une énième charte, elle est très claire, elle pose 3 engagements hyper précis. La première chose, c'est, en France, on a beau regretter que ce ne soit pas forcément le cas sur les autres leviers, l'email c'est comme ça, c'est la publicité égale de l'opt-in partenaire.
Nous, on est hyper pour l'opt-in partenaire, nos modèles éco, nos business plans fonctionnent sur l'achat d'adresses opt-in partenaires et la monétisation de ces adresses pour le compte des annonceurs. Le deuxième, donc ça signifie l'opt-in partenaire qu'on le recrute en tant qu'opt-in partenaire, et ça signifie qu'on le manipule comme un opt-in partenaire, qu'on respecte sa nature d'opt-in partenaire. Il n'est pas question de faire de l'opt-out, de manipuler, de changer la base, de changer mon nom quand je vous envoie un email. Si je vous ai, entre guillemets, collecté sous le nom de Caloga, ou si Olivier vous a collecté sous le nom de Riviera Web, on va vous envoyer des mails au nom de Caloga ou de Riviera Web. On ne va pas s'amuser à s'appeler Calogette, Calogé Premium, ou j'en sais rien, pour vous feinter ou feinter les FAI. La deuxième chose, c'est qu'on va respecter l'internaute en termes de désabonnement. On va respecter l'internaute en termes de centre d'intérêt. On a tous les 6, mis en place des logiques de ciblage comportementaux, d'analyse de préférences thématiques, etc., qui vont de l'opt-in partenaire pratiquement à un opt-in centre d'intérêt. C'est pas complètement fiable, ça ne le sera jamais, ni sur les publicités télévisées, ni sur notre métier, mais on se dirige vers ça. Les développements technologiques représentent des budgets importants, on a tous investi là-dedans. Et le troisième sujet, c'est de sensibiliser évidemment le reste du marché. Nous, on est un bout de chaîne, entre guillemets, on est le prestataire final qui envoie, pour peu qu'on soit aussi routeur, qui envoie le mail à l'internaute. On n'est pas responsable des créas que les annonceurs nous livrent et qui sont, il faut bien reconnaître, ni responsives, ni souvent très, très bien codées. 9 fois sur 10, me disait Olivier, on recode les créas que les annonceurs ou agences nous livrent. On retouche les phrases objets ou les senders qui ne conviennent pas. Donc voilà, on est en bout de chaîne, on veut sensibiliser les annonceurs sur ces questions. On veut sensibiliser les annonceurs sur leur stratégie email, puisqu'on a des choses à leur expliquer. On travaille à l'AppMail sur environ 2000 annonceurs par an. Ça représente évidemment des millions de lecteurs par jour, nos envois. Et ça représente un média extrêmement puissant, capable de faire des très gros ciblages, capable de mettre en place des technologies modernes, mais encore faut-il travailler avec du temps, avec des moyens, etc. Les 3 missions qu'on se fixe, elles sont de participer. On n'est pas une nouvelle association qui va révolutionner le monde, on est une association qui propose de participer au travail des autres. Donc ça peut être les gens qui sont spécialistes de l'email, ça peut être les associations d'annonceurs ou d'agences pour essayer de les aider à mieux cerner le métier qui est le nôtre. Et on a créé un label dont on va vous parler maintenant. Ce label, c'est un peu une avant-première, on compte sur votre discrétion pendant encore quelques jours. Ce label, c'est le petit logo que vous pouvez voir ici. Les 6 sociétés fondatrices de l'AppMail vont l'inclure dans leurs envois mail systématiquement. Je sais qu'il y a quelques codeurs et quelques geeks dans la salle. Vous imaginez ce que ça représente pour 6 concurrents de mettre un bout de code et un visuel commun dans des kits mail qu'on envoie sur des millions d'adresses. On prend un risque important, on se fait confiance et on va proposer ce label au marché. Alors évidemment, tout part de l'internaute. Qu'est-ce qu'on propose à l'internaute? De comprendre dans l'email qu'il reçoit que ce label signifie quelque chose en ayant vis-à-vis de lui une mission d'éducation, de lui rappeler l'opt-in partenaire, de lui rappeler nos engagements, qu'on ne manipule pas ces données sans accord préalable, qu'on ne va pas faire passer son adresse mail opt-in partenaire chez moi, chez Olivier sans forcément lui demander son avis, etc., etc. Il y a un fléau aujourd'hui qui est l'opt-out. Je considère, en ayant l'adresse d'Olivier opt-in partenaire, que j'en fais ce que je veux. Je lui envoie un mail pour le prévenir, que je vais donner son adresse à Régis. Et puis, bon, s'il ne me dit pas non, je la donne à Régis. Évidemment, ça peut fonctionner si on travaille dans un milieu où tout le monde ouvre tous ses mails. On peut estimer que les personnes sont au courant. C'est absolument pas vrai. Aujourd'hui, les taux d'ouverture, même en CRM, sont inférieurs à 30%. Il est irresponsable de penser que Olivier a été prévenu sous prétexte que je lui ai envoyé un mail. Nous, on prend comme base de référence le mail ouvert. Si Olivier a ouvert le mail qui le prévient qu'il va se passer quelque chose avec son adresse, là, ok, on peut estimer qu'il est au courant et qu'on peut faire quelque chose. Si ce n'est pas le cas, on ne fait rien. La deuxième chose qu'on va proposer à l'internaute, c'est de lui rappeler évidemment les règles. Alors on ne va pas lui donner la charte du SNCD ou de Signal Spam ou de la FEVAD à lire, puisqu'il ne va pas la lire. Mais par contre, on peut vulgariser, c'est l'objectif qu'on a. La troisième chose qui est primordiale,
c'est de donner la possibilité à l'internaute, et c'est une première en France, de l'internaute qui se serait retrouvé dans nos bases, malgré le fait qu'on collecte que en meeting partenaire, qu'il y a des cases cochées systématiquement par l'internaute et pas pré-cochées. On va donner la possibilité à l'internaute de changer d'avis facilement. Les 6 sociétés regroupent donc leur base de désabonnement et vont, sur la sollicitation d'un internaute qui est saoulé par l'email publicitaire, le supprimer de nos bases de données d'envoi publicitaire de manière conjointe. Là encore, c'est un vrai risque, c'est un vrai parti pris de faire le choix de la déontologie, du respect de l'internaute. C'est le choix qu'on fait, pour l'instant on est 6, on espère qu'on sera rejoint par beaucoup de gens qui ont les mêmes objectifs que nous. Et enfin, ce petit picto, ce petit visuel, il va aussi être proposé au marché des agences, des annonceurs, comme une base de référence. C'est-à-dire, moi je suis un annonceur, je sais qu'en travaillant avec ces bases-là, je vais avoir un niveau de déontologie important, je vais avoir évidemment ce qui va avec, à savoir une hygiène de base, des abos qui fonctionnent, une traçabilité des adresses. On est capable de justifier de chaque adresse qui est dans notre base de données, y compris celle qui date de 10 ans. On est capable de savoir où on les a achetés, on est capable de savoir à quel prix on l'a acheté, sur quel site elle a été collectée. On répond à ça en 24 heures, c'est quand même extrêmement clean et extrêmement rassurant pour un marché un peu inquiet en ce moment. Les 3 priorités de l'AppMail en tant qu'association, et pour être honnête avec vous, on estime que sur l'email d'acquisition, c'est un peu les priorités de tout le monde, c'est d'abord un rapprochement entre l'acquisition et la fid. Le marché de la fidélisation email et la table ronde avec nombreux routeurs et un FAI ce matin l'a bien montré, c'est évidemment plus facile de gérer ou de travailler sur une base de clients que sur une base de prospection externe. La réalité, c'est qu'on ne peut pas vivre dans un monde de fidélisation seulement, parce que vous n'auriez rien à fidéliser. Donc, on est conscient qu'il y a des choses à faire, on vient de vous expliquer quelques trucs qu'on essaie de mettre en place, mais on pense que pendant trop longtemps, le marché français a fonctionné de manière un peu bicéphale, la main gauche ne parlant pas forcément à la main droite, et les cellules en agence, en termes de techno, de routage, en termes aussi d'association, mais surtout, encore une fois, chez l'annonceur, de manière très séparée. L'équipe feed CRM ne parle pas beaucoup à l'équipe acquisition, les stratégies email, qui pourtant laissent la même empreinte chez Orange, laissent la même empreinte chez l'internaute, ne sont pas gérées de manière conjointe ou articulée. Et ça, on pense que c'est une énorme bêtise. On est souvent taxé de nous, les professionnels de l'email d'acquisition. Alors, on ne prend pas personnellement pour nous, parce qu'on pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus nuisibles que nous, mais on entend souvent ce cliché j'ai fait de l'email d'acquisition, mon CRM a été blacklisté. Moi, je fais de l'email d'acquisition depuis 8 ans et je peux vous dire que l'inverse m'est arrivé extrêmement souvent, de shooter une campagne d'un annonceur qui, en fait, est blacklisté pour son CRM. C'est quelque chose dont on entend évidemment moins parler, puisque nous, on n'est pas les boîtes les plus visibles, les plus audibles, mais c'est quelque chose qui existe et qui existe de plus en plus. Une base mal nettoyée en CRM laisse une empreinte négative chez un FAI, une campagne d'email d'acquisition avec, par nature, des taux de plainte peut-être plus élevés, par nature, des taux d'ouverture peut-être plus faibles, ce qui est évidemment le cas de l'acquisition versus la feed, fait des dégâts potentiellement. Un annonceur qui gère sa feed, sa base de données de manière extrêmement clean, qui travaille avec des prestataires de qualité, je reprends ce qui a été dit ce matin par, je crois, Jérôme, la qualité des bases de données sur lesquelles un annonceur va travailler en acquisition, c'est la même chose que la qualité de l'hygiène de sa base de données de feed. C'est le même résultat chez les FAI, c'est le même feeling chez les internautes, c'est la même réputation que vous créez. Et il faut maintenant prendre en considération ce message. Il convient de travailler les deux choses en même temps. C'est le même métier. Il est fait par des gens différents, dans des équipes peut-être différentes chez l'annonceur. On ne demande pas la révolution, on demande que les gens se parlent un tout petit peu et on peut vous garantir, quand on discute avec des annonceurs, qu'il est extrêmement difficile de rencontrer les deux cellules en même temps. Et pourtant, certains d'entre nous dans l'AppMail, on est et emailer, donc on parle à l'acquisition, et routeur, on parle à la feed. Et faire une réunion avec les deux, c'est très difficile. Je voulais préciser par rapport à ce que disait Charles tout de suite, c'est qu'on a eu récemment, on a pris 2 nouvelles bases en gestion, qui n'étaient pas des bases d'emailers, dont l'activité de la base de données n'a pas pour être commercialisée à la source
en email marketing. Pour que vous sachiez, alors ça ne fait pas plaisir aux partenaires, hein, c'est sûr, on a éliminé dès le premier envoi, c'est ce qu'on appelle nous un reclassement, c'est-à-dire qu'on vérifie la qualité des adresses et la perception qu'ont les internautes au niveau des plaintes de la réception des emails sur cette base de données. On a éliminé la moitié de la base de données. Donc sur une base de données de 500 000 emails, vous en enlevez 250 000, et l'autre elle était de 180 000 emails, on en a enlevé 90 000. Et après vous devez prévenir votre partenaire, donc ça a quand même un impact économique, ça modifie ses business plans, etc. Mais si on ne le fait pas, c'est toute la chaîne qui est blacklistée. Et ça peut même aller au-delà de notre société, de l'annonceur ou de nos bases de données. Ça peut se répandre avec des logiciels dont les fournisseurs d'accès ont parlé ce matin, ou Alain Boustallet, qui peuvent bloquer carrément sur toute une chaîne, genre sur la Poste, Orange, SFR, pour plusieurs bases de données. Voilà. Donc le deuxième point, c'est l'élargissement. On est 6 fondateurs de l'association Appel. On appelle les annonceurs et évidemment leur base CRM à nous rejoindre, puisqu'ils sont senders. On appelle nos confrères emailers à travailler avec nous au sein de l'association. La charte est publique, tout le monde sait à quoi on renonce comme mauvaise pratique, à quoi on s'engage en termes de temps et d'efforts, en termes de déontologie en nous rejoignant. L'association a été créée il y a 1 an, s'est mise en route petit à petit, va être un petit peu plus connue d'ici quelques jours ou semaines avec le lancement du label qui est à l'intention des internautes, donc des associations de consommateurs notamment. Donc on appelle les gens à nous rejoindre. Le dernier point très important avant de terminer cette présentation, c'est de reprendre ce qu'a dit tout à l'heure Alain Boustallet et Orange. Ce qui nous intéresse tous, c'est la conversion. Qui mieux qu'un emailer dont les pratiques sont déontologiques, encore une fois, je répète qu'il y a la déontologie et les performances, que c'est les deux qui font un bon prestataire, ce n'est ni tout l'un ni tout l'autre. Qui mieux que nous est sensibilisé à cette notion à ce lien entre délivrabilité, réputation, respect de l'internaute d'un côté, ce dont parlait Orange, et de l'autre, la performance, le marché, le ROI. C'est nous, puisque à 50% nous sommes payés à la performance. Ça ne me sert à rien d'envoyer des mails à des gens qui ne vont pas faire de vente, de lead, de clic ou d'ouverture, puisque a priori, soit l'annonceur, la plateforme d'affiliation, le broker me paye sur cette base-là, immédiatement, pour la campagne de décembre, de Noël, de tel annonceur et commerçant, je suis payé sur les ventes, sur les clics, etc. Soit je sais que je suis payé au CPM dans le cadre d'un beau plan fichier, branding, notoriété, etc. Mais je sais pertinemment, dans le marché d'aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, que l'annonceur va regarder son ROI sur ce qu'il a investi chez moi au CPM, donc systématiquement notre intérêt il va vers ça. Par ailleurs, quand on est clean dans notre métier, qu'on achète des adresses qui ont réellement coché des cases, quand on fait un travail de sélection des adresses et tout, ça coûte de l'argent de constituer une base de données, les annonceurs le savent, les éditeurs le savent. On ne peut pas travailler en dessous d'un certain prix. Si je n'achète pas mes adresses mail, ce qui pose des problèmes juridiques et légaux terriblement graves, si je n'achète pas mes adresses mail, je peux travailler presque gratuitement, je peux travailler un petit peu n'importe comment. Si j'achète des adresses, si j'achète des bonnes adresses, si j'achète des adresses dont je connais le nombre d'enfants, ou le lieu précis d'habitation, ou le niveau de revenu, ce qui va intéresser tout marketeur en termes de ciblage, ça coûte encore plus cher. Et il faut comprendre, c'est quelque chose qu'on assène à chaque rendez-vous one-to-one ou collectivement au sein de l'association. Si demain, l'un d'entre vous, marketeur, reçoit une annonce pour une villa en Corse en plein mois d'août à 100 € la semaine, il n'y en a pas un seul qui va se faire avoir. Dans l'email marketing, ce qui est magnifique, c'est que quand quelqu'un vient vous proposer des shoots à 1 € du mille, des bases de 16 millions d'adresses ultra performantes, en adéquation parfaite avec votre cible, beaucoup de gens se font avoir. On va essayer de faire changer les choses. Merci.